Alors, aimer la vie. Eh bien, quand je pensais à ce thème récemment, je pensais tout de suite à un homme qui m'inspire beaucoup dans la spiritualité. C'est quelqu'un que je n'ai pas connu de mon vivant, mais on m'a tellement parlé de lui que tout de suite il m'est venu à l'esprit et j'ai pas eu de mal à me dire que ok, cette personne-là devait vraiment, vraiment aimer la vie. Et j'ai pensé en fait à Brahma Baba que vous voyez ici. Je ne sais pas s'il apparaît dans vos petits écrans via Internet, mais Brahma Baba donc est le fondateur de cette organisation qui a pris son essor en Inde dans le siècle dernier. Et c'est quelqu'un qui aimait profondément la vie. C'était quelqu'un qui était débordant d'énergie, qui avait autant d'enthousiasme pour la vie, pour les autres, pour ce qu'il faisait, que d'intériorisation, de paix, de calme, de spiritualité en fait. C'était quelqu'un qui était très très équilibré. Et en allant à des retraites comme par exemple celle qui va arriver la semaine prochaine, en voyageant en Inde, en faisant un petit peu quelques recherches, en interrogeant des aînés qui l'ont connu et qui nous ont transmis un petit peu tous ces enseignements, mais je me suis rendu compte que waouh, cet homme-là avait vraiment une profonde compréhension de la vie, compréhension de lui-même, compréhension des êtres qu'il devait côtoyer. Et que cette compréhension-là, ça m'intéressait vraiment parce que je me rendais compte à quel point tout était basé sur une spiritualité qui était profondément bien assumée, une spiritualité vivante. Et ce que j'aime beaucoup du Raja Yoga, eh bien, la spiritualité, c'est pas quelque chose que l'on fait et qu'on met un petit peu à part. C'est pas une sorte de hobby. On se dit, oh tiens, je vais méditer, ça va être le fun. Puis après, on passe à autre chose. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment un socle, un fondement, quelque chose qui est comme un terreau à partir duquel, bien, tout grandit, tout peut croire, tout peut évoluer dans la vie. Et donc, je pensais à Brahma Baba et je me disais, c'est ça, lui, il avait compris plusieurs clés probablement dans sa vie spirituelle pour pouvoir transmettre cet amour-là, cet amour de la vie, cet amour des êtres que nous côtoyons. Alors, nous avons une vie, bien, on a une vie où on connaît souvent des hauts et des bas, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous arrive de connaître des hauts et des bas? Je m'inclus là-dedans. Alors, on peut vivre des moments qui sont profondément nourrissants, enrichissants. Et en même temps, on peut vivre des phases de sa vie plus difficiles, plus ordinaires. Des phases qui nous mettent parfois au défi. Et là, on n'a pas vraiment envie de se dire qu'on aime la vie dans ces moments-là. Est-ce que ça vous arrive? On est en rapport avec la vie et on est là, ok, on tolère, on fait du mieux qu'on peut, on essaie d'avancer, mais parfois on a l'impression qu'on recule, qu'on stagne un peu. Alors je me disais, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous permet vraiment de garder cette stabilité-là dans l'amour de la vie? Parce que dans le fond, je pense qu'on veut tous la même chose. Je pense qu'on veut le bonheur. Voulez-vous du bonheur? Voulez-vous de la paix, de la stabilité? Oui. À n'en plus finir. Et quand on aime la vie en général, quand on est ami avec la vie, on est heureux, on est bien, on est épanoui. Alors on va explorer ensemble plusieurs clés. On va ouvrir des portes ce soir. Ce sont des bonnes clés avec des bonnes serrures. Tout va bien aller, ça va rentrer à l'intérieur, vous inquiétez pas. On va pas être bloqué, on va pas être coincé. On veut vraiment pouvoir trouver ces clés-là, ces clés magiques qui nous permettent d'aimer profondément la vie. Récemment, il y a une personne qui me parlait de sa vie, d'un projet. Un projet complètement nouveau sur lequel elle avait été impliquée dans une organisation. Et puis, la connaissant, je me disais, ah, waouh, c'est vraiment un projet qui a dû
la mettre au défi. C'était pas évident, c'était loin d'être... En fait, c'était un projet qui mobilisait des compétences qu'elle n'avait pas du tout à la base. Enfin, en tout cas, elle ne croyait ne pas les avoir. Et donc, je dis, mais comment t'as géré ça? Comment tu t'en es sorti? Comment même t'as commencé le projet? On t'a demandé de le mener. Puis elle me dit, ah ben, en fait, c'est pas tant qu'on m'a demandé. C'est à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est drôle, il y a un besoin. J'ai offert mon aide. Je suis, oh, ok, c'est bien. Ça partait bien, une bonne intention. Et puis, en cours de route, elle s'est rendue compte que ben, finalement, elle n'y connaissait rien, mais elle a décidé que non, elle allait y investir ses énergies. Non pas que ça lui plaisait de premier abord, mais il y avait cette idée-là, et ok, je vais vraiment apprendre, je vais faire en sorte de m'instruire pour pouvoir aider adéquatement et mener le projet à terme. C'est vraiment quelque chose qui a lieu dans les technologies, on va dire, puis c'est pas quelqu'un qui est à la base très technologique, très techno. Et c'est ça. Et en fait, elle me contait son histoire. Puis, plus elle me la racontait, plus j'étais émerveillée. Parce que je la connais bien. Puis je me dis, waouh, incroyable. Elle me dit, oui, c'est vrai, j'avais énormément de peur. Au début, je me sentais vraiment prise complètement en dehors de ma zone de confort. Mais en même temps, j'avais choisi de le faire. Et je me disais, ah, il est là le truc. Quand il y a vraiment un choix profond à la base d'être impliqué dans quelque chose, les obstacles, les défis, tout ça, on trouve la force de passer au-delà. Et ce que je retiens de son histoire, il y avait toujours ce goût-là, je suis là pour apprendre, je suis là pour apprendre. Et ça, là, c'était sa trame de fond. On sentait que il y a des jours, ben oui, elle avait vraiment des obstacles. Il y a des gens, des fois, qui pouvaient s'impatienter après elle, tout ça. Mais ce goût-là d'apprendre, la mener tranquillement. Et puis, de fil en aiguille, en plus, son attitude positive lui a attiré beaucoup d'aide. Elle a reçu de l'aide en chemin qu'elle pouvait pas imaginer recevoir. Et en fait, en lui parlant, elle me disait tout le temps, dans le fond, ce qui lui a importé à ce moment-là de sa vie, c'est toujours se lever le matin et se demander, mais qu'est-ce que j'ai le goût de vivre, dans le fond? Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Elle me dit, ah, je me dis pas ça même en général, j'essaie de me poser consciemment cette question à chaque moment, que ce soit en train de travailler sur ce projet-là qui est important, ou bien en faisant mon ménage chez moi. Qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Vous allez me dire, faire mon ménage, comment passer la mop, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Est-ce que ça a un rapport vraiment? Ben oui, parce que dans le fond, j'ai réalisé en l'écoutant, c'est pas tant ce qu'on fait qui est important. Passer la mop, alors je traduis, on est au Québec, la mop c'est une serpillière pour les Français de France ou d'outre-mer qui nous écoutent. Donc passer le balai, passer la vadrouille, on dit aussi, n'est-ce pas? Alors, petite leçon de franco-québécois ce soir. Mais ouais, c'est ça, faire son ménage ou faire avancer un projet qui est le fun, qui va donner du bénéfice à beaucoup de gens. Dans le fond, en l'écoutant, ça avait l'air d'être la même chose. Non pas que il y avait un ennui à la clé. Au contraire, il y avait un amour de ce qu'elle faisait à travers, dans le fond, une attitude profondément ouverte à expérimenter, à vivre quelque chose, quelle que soit l'action. Et je me disais, waouh, ça me plaît. Ça, je trouve ça intéressant. Je me dis, mais tout est vraiment, vraiment dans l'attitude, dans le fond. Une autre personne, on aurait pu lui demander de travailler sur le même projet. Elle aurait réagi, elle aurait dit bah non, d'abord je m'y connais pas, j'ai pas trop envie, et puis elle aurait paniqué plusieurs fois. Je dis pas que mon amie a pas paniqué plusieurs fois, mais il aurait pu avoir une attitude complètement différente. Il aurait pu avoir même un prolongement de certaines phases dans le projet à cause peut-être de blocages intérieurs, à cause de peur, à cause d'une certaine rigidité.
Voyez? Quand on n'est pas dans un mode d'apprentissage, ben c'est beaucoup plus compliqué. Les choses sont ardues. Et il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de pensées qui moulinent dans tous les sens. Donc, l'attitude est vraiment, je me rends compte, fondamentale sur notre rapport aux actions, notre rapport à la vie. Comment je choisis de vivre ce que j'ai envie de vivre. Alors, je reviens à notre mop. Je dis, OK, puis tu as envie de... Comment tu as envie de vivre ça? Passer ta mop chez toi. Elle me disait, c'est le fun, j'aime ça. Peut-être passer la mop qu'elle aimait. C'est de se dire, je crée dans mon espace une belle énergie de propreté. Je crée dans mon espace une énergie où je me respecte, je me sens bien. En général, je lisais ça un jour, un livre de spiritualité, je ne connais plus l'auteur, mais... Et puis, il relatait plusieurs critères comme ça de personnes qui avaient une bonne maîtrise de leur vie. Alors, il y avait les finances, il y avait les relations, il y avait la santé. Puis, il y avait un critère, c'était la propreté. Puis, dans le livre, c'était un coach, en fait, qui écrivait ce livre-là. Et puis, donc, il nous inspirait à aller voir en détail chacun de ces critères-là. Puis, il y en avait d'autres pour voir comment gérer ça. Quand c'est le printemps, êtes-vous du genre à laisser votre terrasse puis vous dire oh, je vais attendre un peu avant de la nettoyer puis faire le grand ménage de printemps? Ou alors est-ce que vous êtes proactif et vous dites oui, non, je veux vraiment planter mes fleurs et pas attendre et profiter. Et il disait que les gens qui sont très très enclins à justement garder leur environnement, que ce soit intérieur, l'appartement, la maison et extérieur aussi, donc propre, ceux qui sont enclins à le faire, c'est parce qu'il y a une propreté déjà intérieure, il y a une dignité, il y a un sentiment de respect de soi qui fait que non, je me respecte. Donc, en général, on peut nettoyer ses pensées, ses émotions, faire le ménage, et ça peut se refléter aussi dans la matière, à l'extérieur. Alors, chez cette personne-là, il y avait vraiment ce sentiment-là. C'était non, c'est pas la mop qui est important, c'est mon espace. Et c'est vrai, quand on rentre chez des gens puis que c'est propre, ça va au-delà de la propreté, c'est l'énergie, c'est la vibration. L'année dernière, on a eu un projet remarquable à l'émergence. Il y a une personne qui a eu une bénévole, qui a une pensée très très inspirée, qui s'est dit un jour, en bas de l'émergence, on a un sous-sol qui est aussi grand que le centre ici, que l'émergence. Donc vous pouvez imaginer la taille du sous-sol, c'est un autre centre, mais en bas. Puis je vous dis, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de stock. Et son idée, c'était, non, un centre de méditation. En général, vous voyez les lieux, c'est bien rangé, tout est propre. Là aussi, on est une équipe de bénévoles et chacun a sa tâche ici pour pouvoir justement garder une belle propreté, un bel entretien régulièrement pour que les gens puissent méditer agréablement. Et cette personne-là s'est dit, non, un centre de méditation, c'est pas juste le premier étage, c'est le sous-sol aussi. Personne qui vient méditer au sous-sol. Vous ne verrez probablement jamais le sous-sol de l'émergence. Mais dans sa tête, c'était on peut pas laisser un sous-sol poussiéreux ou mal rangé. Les vibrations émanent dans l'énergie du lieu. Et on s'est dit ok, intéressant. Puis elle me dit c'est le reflet de notre conscience à nous. On a tous un sous-sol, on a tous des décombres à l'intérieur. Est-ce qu'on choisit de faire le ménage dans ces vieilleries à un moment donné? Et elle s'est mise à monter une équipe. Elles ont travaillé en équipe. Elles ont reçu de l'aide par des gens de l'émergence, de l'extérieur, qui ont été super inspirés. Elles ont programmé ça en plusieurs étapes. Et je ne sais plus combien de temps ça a duré. Est-ce que tu te souviens, Isabelle, combien ça a duré? Quelques mois, ouais, quelques mois. Isabelle a fait partie de l'équipe, fameuse équipe Golden Team, comme on dirait, l'équipe en or. Et elles ont fait un travail absolument remarquable. Et c'est vrai, ça a changé énormément de choses à tel point
que quand il y a une personne qui vient faire des réparations électriques, Hydro-Québec ou quoi, et qui descend à l'émergence, ils sont tous mais épatés parce qu'ils voient, on voit jamais un sous-sol comme ça nulle part ailleurs. Souvent, quand eux, ces personnes-là doivent rentrer chez les gens ou dans les, ils doivent tasser beaucoup de choses avant d'arriver aux boîtes électriques. Ah non, le chemin est clean et propre et clair et tout ça en fait pour vous ramener un petit peu, on parlait de l'intention. Tout part de ça. Hein. On parlait donc de l'attitude. Est-ce que j'ai une attitude ouverte, proactive? Dans les deux cas, hein, je parle de ces deux personnes, il y a un amour de la tâche, il y a un amour de ce qu'elles font qui transcende vraiment l'action elle-même. Cet amour-là, il prend sa source dans une attitude déjà ouverte, proactive. J'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose. Et en même temps, cette attitude-là, elle prend sa racine dans un moteur absolument essentiel pour aimer la vie, c'est l'intention. L'intention, c'est une clé magique. L'intention, c'est vraiment notre motivation à la base de tout ce que l'on va faire, de tout ce que l'on va entreprendre. L'intention, c'est vraiment avant chaque action, chaque geste que l'on choisit de poser, c'est se poser la question pourquoi je choisis de faire ce que je vais faire. C'est le pourquoi derrière tout ce qui va se mettre en place. Pourquoi j'ai choisi de nettoyer un sous-sol? Pour ma gloire personnelle? Non. Je pense pas qu'il y avait ça chez cette personne. Il y avait une aspiration. Elle est venue un matin nous présenter ça, parce que souvent le matin, plusieurs d'entre nous, les bénévoles, on vient méditer. Puis parfois, on fait nos petites annonces, tout ça, on parle de nos projets. Puis quand elle nous a parlé de ce projet-là, il y avait vraiment une vision. Créer un autre espace, créer un lieu où on est bien. C'est vrai qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas ici, mais qui sont rangées. C'est vrai que des fois, quand on fait des ateliers, il y a énormément de matériel qu'on utilise. Il faut aller au sous-sol, faire des va-et-vient. Puis c'est vrai que maintenant, quand on cherche quelque chose, on trouve d'emblée, ça a été rangé, étiqueté. Il y a même des boîtes avec des cartes de bénédiction dans certains lieux. Vous allez chercher quelque chose, mais non, il y a un blessing qui vous attend. Puis j'ai une carte. Vous allez chercher votre chose, puis vous revenez. Ah, ça y est, j'ai eu ma carte. Vous avez juste envie d'aller au sous-sol. On va faire une visite guidée très bientôt. Mais non, c'est ça. Pour revenir à l'intention, ça va être vraiment ça, ce moteur-là. Ce pourquoi je fais ce que je suis en train de faire. Je travaillais récemment avec des thérapeutes, des massothérapeutes, puisque je travaille dans ce domaine-là. Puis des fois, je m'amuse. Je demande, tiens, t'es rendu où, toi? Est-ce que t'aimes ce que tu fais? Puis, pourquoi tu fais ça? Hein? Qu'est-ce qui t'anime? Puis, je me rends compte, les motivations sont très, très différentes. Je connais une personne, lui, il adore étudier. C'est un éternel étudiant. Alors, donc il enchaîne formation sur formation. Puis quand on lui demande, puis ça va, tout ça, ta pratique, ah oh, oui, super. Puis lui, pourquoi il fait ça? Parce qu'il apprend, il a juste hâte d'apprendre la nouvelle technique. Super, c'est bien. Pourquoi pas? C'est une intention, une motivation. Puis à un moment donné, je tombais sur une autre personne et elle m'a touchée. Dans le pourquoi, il y avait vraiment ce sentiment-là de me dire pourquoi, mais parce que elle, c'est l'inverse. Quelle que soit la technique que j'utilise, mais c'est pas ça qui est important. Je suis avec un être là, mon mandat, c'est de le soigner ou de l'aider à guérir. Elle me dit, est-ce qu'il n'y a pas de plus beau métier que ça? Elle me dit, technique, je m'en fiche. Là, c'est quelques techniques. Elle me dit, non, il y a quelque chose qui fait que je donne quelque chose de moi-même à la personne pendant l'acte du soin. Puis ça fait mon bonheur. Ça peut pas être plus beau que ça.
Puis je me dis, chacun a des motivations tellement, tellement différentes. Puis récemment, j'entendais quelqu'un qui relatait une expérience justement dans le milieu médical. Elle se faisait soigner, je pense qu'elle avait un problème oculaire. Puis elle me disait, le spécialiste avec lequel elle était tellement omnubilé par lui donner des trucs hyper techniques du dernier cri, on va dire, de la recherche. Puis elle, ça lui convenait pas. Elle avait beau essayer des produits et tout, il y avait rien qui fonctionnait. Mais lui, son but, c'était ça. C'était vraiment la recherche, la technique de pointe, le truc. Puis il me dit, mais c'est comme s'il avait presque oublié que c'était moi le problème. C'était pas tant l'important, c'était pas tant cette technique, mais c'était vraiment moi, mes yeux. Il a fallu que je lui rappelle, je regarde, est-ce qu'on peut mettre de côté votre truc? Est-ce qu'on peut reprendre pourquoi je suis là? Et parce qu'elle sentait pas ce geste-là, vraiment, de la personne qui était là pour la soigner, elle sentait pas ça, ce goût, cette envie de l'aider réellement. La personne était plus dans des motivations techniques, de recherche, trouver la dernière invention. Et ce qui est vraiment important, c'est ça, cette motivation nous permet finalement de donner un sens à ce que l'on fait. Le pourquoi de ce que je fais nous donne toujours l'étincelle, c'est comme un moteur. Alors, notre intention finalement, bien, quand on creuse un petit peu, on a tous finalement un moteur puissant qui nous anime tous, qu'on appelle au-delà de l'intention. L'intention, c'est ce qui va colorer nos différentes actions, nos différents projets. Puis, il existe une graine à l'intérieur de nous qu'on appelle plus finalement une raison d'être, une vision. Avez-vous une vision sur votre vie? Quand on vous demandait, si on vous demandait, tiens, mais à long terme, imagine t'es rendu à la fin de ta vie, comment tu te sentirais? Mettons que t'as vraiment, entre maintenant, aujourd'hui, puis la fin de ta vie, t'as vraiment bien vécu, t'as vraiment accompli tout ce que tu voulais accomplir, puis donc, t'es proche de mourir, puis tu termines ta vie comment? Comment tu te sentirais? Je me souviens, c'est une question qui nous avait été posée un jour dans un centre de retraite, à un atelier. Puis les réponses étaient formidables. On avait été en méditation. Puis il y a des gens qui disaient, moi je serais dans une félicité totale. D'autres, c'est comme non. C'était un mot qu'il fallait choisir. D'autres, c'était plénitude. Et un autre, c'était amour. L'autre, c'était contentement. Moi, ce qui est tombé, ce qui est venu de mon cœur, c'était accompli. Je me disais, waouh, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'à la fin, là, si tout va bien, si j'arrive à atteindre ce que je me suis fixé, mes objectifs, j'ai vraiment envie de me sentir accomplie. Me dire, je pars là, je peux dire bye bye à tout le monde, parce que c'est ça. J'aurai le sentiment d'être accomplie. Ça, c'est comme vraiment la vision, à long terme. Alors, je ne vous demande pas d'avoir la vision de la fin de vos jours. C'est intéressant, faites-le. Mais déjà, une vision de soi à court terme. De se dire, qu'est-ce que dans un mois, dans 6 mois, dans 1 an, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre? Qu'est-ce que j'ai le goût d'accomplir? Mais surtout, comment je me vois être? Parce qu'on est dans une société où on est tellement omnibilé par le faire. Il faut que je fasse ci, il faut que je mène tel projet, il faut que je voyage là, il faut que j'aille voir telle personne, il faut que je fasse telle action. Puis, on se rend compte que, non, aimer la vie, c'est pas tant lié au faire. Il y a une qualité d'être, l'intention, là encore, qui va colorer ce qu'on a envie d'entreprendre. Grand projet ou passer sa mop. Je reviens au plancher des vaches, parce que moi j'aime ça le quotidien. Je trouve que il y a des phases de sa vie où on est peut-être moins actif. Ça vous est déjà arrivé peut-être d'être en recherche d'emploi ou d'être inactif, pas inséré, on va dire, dans la société. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Puis c'est des phases en général, tout le monde n'aime pas ça.
Hein, c'est pas agréable. On se lève le matin, on est là. Qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui? Comment on va la construire la journée? Alors oui, on s'occupe, on cherche un emploi. Mes parents à l'époque, ils m'appelaient, qu'est-ce que tu fais? Alors, je fais telle chose. Est-ce que tu cherches? Mais oui, je cherche. Mais si je faisais rien, si j'avais pas une entrevue, si j'avais pas envoyé un CV, je faisais rien. Non, je fais des choses. Je me rendais bien compte. C'était une période où ça correspondait au début de mon cheminement spirituel. Puis je me rendais tellement compte que cette période-là, elle m'était offerte par la vie pour, oui, officiellement chercher un emploi. Officieusement, non, c'était vraiment prendre soin de moi. C'était vraiment décrocher de repères là que j'avais connus, qui me tentaient plus. Je n'ai pas dit ça à mes parents, ça les aurait super inquiétés. Oups, ils m'écoutent en ligne. Ils vont me dire, qu'est-ce que tu racontais? Mais non, c'est ça, il y a des phases qu'on doit vivre complètement différemment. Alors il y a la façade, puis il y a ce que l'on vit intérieurement. Et là encore, c'est tellement important de se ramener, ok, c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie pas de faire là nécessairement? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Et ça suppose des ralentissements. Il y a une personne récemment qui me disait, ma vie est devenue plate en apparence, mais tellement riche, je ralentis. Je prends le temps de faire, de vivre ce que j'ai à vivre. Des fois, j'angoisse tellement je suis devenue lente. Puis, je l'écoute, puis je me dis, ouais, c'est vrai, la connaissant, une personne super speed. Je me dis, oui, c'était tout un changement. Mais je me dis, il y a une guérison là-dedans. Il y a quelque chose de riche. Il y a un goût pour la vie dans ce qu'elle a de plus sacré qui est en train d'émerger, là. Il y a quelque chose de très, très noble qui est en train d'être mis en place. Alors, avoir une vision, à un moment donné, s'arrêter. Brahma Baba, il est devenu ce qu'il est, un être vraiment accompli spirituellement, avec énormément de potentiel révélé, de qualité, de dons lui-même, d'inspiration autour de lui, parce qu'il avait une vision de ce qu'il voulait devenir. C'est ça qui l'a inspiré. Puis, je dirais, oui, avoir une vision de ce qu'on veut, c'est bien, mais juste pour soi, c'est un peu limité. La spiritualité suppose un rayonnement. Hein, quand on a envie d'être heureux, oui, c'est une chose, c'est bien, mais aimer la vie, c'est finalement accepter que c'est accepter d'être au meilleur de soi-même, mais pas juste pour soi, pas juste pour se faire plaisir. Oui, c'est le fun d'être au meilleur de soi-même. D'être bien, d'être amour, d'être paix, d'être bonheur, c'est merveilleux. Mais c'est quoi la finalité? Est-ce qu'on veut juste être heureux pour soi? Aimer la vie, il y a aussi un aspect de don qu'on ne peut pas ignorer. On est au meilleur de soi quand on donne. On est au meilleur de soi quand on inspire, hein, autour de soi. Et il y a vraiment 3 qualités qui me paraissent fondamentales pour cultiver cet amour du don, cultiver cet amour de la vie dans ce qu'elle a de plus riche, plus bénéfique. La première, c'est vraiment le contentement. Être contenté, c'est accepter que je possède vraiment un trésor de plénitude en moi qui ne dépend de rien ni de personne. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour être heureuse. Je n'ai pas besoin qu'on me valide pour être heureuse. Je n'ai pas besoin de réussir à accomplir quelque chose pour être heureuse. Je suis. Point. Ça vous parle? Pas besoin de quelqu'un, pas besoin de quelque chose. Pas facile. Pas facile. On cherche tous à être aimés. On cherche tous à être validés par ce que l'on fait. Les gens mettent leur post, leur notification sur Facebook, on appelle ça un post en bon français. Des personnes peuvent avoir des opinions différentes.
Oui, bien sûr. C'est tout à fait personnel ce que je vous dis. Oui, tout à fait. Il faut s'assumer dans ses opinions. Je vous partage quelque chose qui est éminemment personnel, tout à fait. Le problème, c'est quand on devient attaché à ce que l'on entreprend. Et puis, je dis pas qu'il faut arrêter de faire. C'est de se dire, quoi qu'il arrive, que je réussisse ou que j'échoue, que ça se passe bien, que ça se passe pas bien, je suis contentée. C'est pas arrêter de faire. C'est garder vraiment cet état de contentement, on est satisfait. Il y a un méchant problème qui vous tombe en plein dessus dans l'action. Bon, ça va, je suis satisfait. Pardon? Ça demande un énorme détachement. Un énorme détachement. Puis ce détachement est possible quand on accepte que ce bien-être-là ne dépend de rien d'autre que une force que l'on possède en soi. C'est pour ça qu'on médite. C'est pour ça qu'on médite. On s'assoit pour retrouver un espace dans lequel on est bien, on est solide, on est en paix, on est heureux, qui ne dépend de rien de l'extérieur. C'est pour ça qu'on médite. Sinon, c'est toujours conditionnel. Ah oui, tout va bien parce qu'un tel m'a dit c'est super ce que tu as fait, vraiment, t'es super bonne. Okay. Non, une autre personne peut te dire 6 mois plus tard, t'es vraiment mauvaise, c'est vraiment nul, non, tu me déçois tellement. Ça arrive. Les relations sont très fragiles, ça peut très bien aller. À un moment donné, ça tourne au vinaigre. Vous pouvez être super ami avec une personne, puis à un moment donné, vous la voyez aller, disparaître de votre vie, puis il n'y en a plus d'amitié. Qu'est-ce que vous avez fait? Pas grand-chose. L'autre non plus n'a peut-être rien fait, il s'est peut-être rien dit de méchant, de grave, mais c'est juste qu'on évolue dans des dimensions à un moment donné différentes, puis on n'arrive plus à se rejoindre, puis c'est plus la même donne. Les choses ont changé. Alors, on pourrait reprocher. Tiens, pourquoi il me parle plus? On pourrait trouver bien des raisons, des torts à mettre sur la personne. Mais non, le contentement, c'est non, je vis ce que je suis en train de vivre et c'est parfaitement ok. Je suis parfaitement satisfait dans ça. Le contentement, dans cet état-là, il y a une qualité qui vient le nourrir beaucoup, que je cultive beaucoup en ce moment. J'essaie de porter mon attention beaucoup là-dessus, c'est l'équanimité. L'équanimité, il y a équoi et égal dedans, c'est vraiment une attitude qui nous amène à rester très neutre, quoi qu'il arrive, de garder toujours un espace de neutralité, de non-jugement. Il se passe quelque chose de bien, t'es pas en train de sauter au plafond, t'apprécies. Waouh, super, agréable. Comme on le disait, par rapport au détachement, ton bonheur ne dépend pas absolument de ça. Il se passe quelque chose de moins bon, pareil, idem. Tu gardes un état de neutralité, de constat objectif de la situation. Je parlais avec un Français récemment, un compatriote, on va dire. Puis, on parlait du bonheur, des hauts et des bas, puis de ce qui nous manque, de la France, tout ça. Puis il me disait, toi, il n'y a pas grand-chose qui te manque. Je dis, non, moi, je suis contente, comme on dirait. Je suis contentée, tout va bien. Et puis il me dit, mais quand même, tu viens de Nice, une super belle place en France, une ville où il fait super beau, puis t'as vu le temps qu'il fait au Québec? Alors, c'était il y a quelques semaines, il me dit, moi je suis désolée, quand je me lève le matin comme l'autre matin, puis qu'il fait 2-3 degrés, c'était le mois d'avril, je suis désolée, ça là, ça me sape le moral, je commence mal ma journée. Ok, mais toi qui viens de Nice, ça t'affecte pas? Moi je me disais, ah non, la température là, ça fait longtemps que ça m'affecte plus, sinon je serais pas ici. Et puis je me dis, mais oui, je comprends, hein, je veux pas dire que je vais mépriser, non, je comprends sincèrement qu'on peut être affecté par certaines choses, mais à un moment donné, c'est bon de trouver un espace où c'est comme ça. Je connais une personne à mon entourage, j'ai vu des choses parfois difficiles, où
Il va me dire, c'est comme ça, Anne-Christelle, j'accepte. J'essaie d'accepter, puis je trouve une force intérieure. Il me dit, j'avance. Quand on accepte, c'est comme moins lourd ou c'est plus léger, j'imagine. On est plus léger dans l'acceptation, tout à fait. Puis peut-être que ça se règle peut-être plus vite ou Oui. d'une façon qu'on n'imagine pas. Ça se règle vite parce qu'en général, quand on accepte, on décroche de ce qui pourrait justement générer une tension. Ce décrochage, on appelle ça le lâcher prise. C'est sûr que quand on... C'est pas toujours évident. Puis là encore, réaliser à quel point la méditation constitue les moments où vous êtes vraiment avec vous-même, puis dans la paix, dans la tranquillité, dans l'observation, on prend un recul. On n'est pas dans la situation, on prend un recul quand on médite. On la vit pas, la situation, on est assis sur une chaise et la situation, elle s'est passée, en général, elle fait partie du passé, où elle va se produire. On l'anticipe, mais dans le présent, on est bien. Puis c'est là, dans ces minutes, dans ces secondes de bien-être, que le lâcher-prise, mais il est automatique. Il est vraiment automatique. Puis l'expérience que l'on tire de ça, c'est comme, ah non, tout va bien, j'avance, je continue et on se lève et on revient à notre vie. Puis on se rend compte qu'on, non, ça va bien aller. La confiance qu'on n'avait pas par rapport à demain, mettons, une situation qu'on anticipe, non. Elle est là, on chemine. On me suivait? À quel point vraiment cette attitude qu'on cultive puis qu'on va aller vraiment nourrir en méditation recharge, redonne un élan. Contentement, équanimité. L'équanimité nous amène à énormément d'appréciation. Quelqu'un peut vous se mettre hors de lui dans une situation et équanimité, on reste neutre. Ben, regarde, c'est comme ça qu'il réagit. Moi, en ce moment, mon expression, c'est voyez, comme ça, ou alors je me dis, ça m'est égal. Je ne vais pas dire forcément ça à la personne, parce que eux, ça leur est vraiment pas égal s'ils réagissent et qu'ils se mettent en colère. Mais moi, ça m'a sauvé énormément récemment. Il réagit comme ça m'est égal. Puis j'ai réalisé, est-ce que tu es un peu froid, un peu détaché dans ton ça m'est égal? Puis je me suis dit, non, c'est pas de l'indifférence. C'est vraiment un positionnement en me disant, regarde, ça lui appartient, il choisit de réagir comme ça. Moi, ça m'est égal dans le sens, j'embarque pas, ça me tente pas. Ça veut pas dire que je débarque de la situation, non, je vais rester impliquée, mais non, ça m'est égal. Puis je vous dis, mais ça m'a sauvé plusieurs fois de vivre des émotions, de justement être pris par l'émotion de l'autre. Puis des fois, quand les situations reviennent, on est chez soi tranquille, puis d'un coup, on repense à des choses qui sont passées dans la journée où on pourrait encore se faire peur. On se dit, oh, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ah non, ça m'est égal. Il se passe ça? Non, ça m'est égal. Comment ça va se passer demain? Ça m'est complètement égal. Puis j'en ris. Je finis par en rire intérieurement. C'est super agréable. Il me dit non, c'est pas de l'indifférence, c'est vraiment une douce neutralité. C'est juste une... Ouais. J'observe ça, puis non, ça vient pas m'affecter. Puis ça part d'une prise de décision quand même. Le ça m'est égal, j'ai décidé vraiment que ça m'est égal. Voilà, ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre et on reste léger. On reste super léger dans le ça m'est égal. Vous testerez, puis on pourra s'en reparler. C'est vraiment agréable. Et il y a une neutralité et en même temps une appréciation. L'appréciation amène énormément de présence à ce que l'on vit. Et je me rends compte, aimer la vie de plus en plus pour moi actuellement, c'est de me dire, waouh, quand je m'arrête, puis que j'observe les scènes agréables, plus difficiles, celles qui sont difficiles, je me dis, non, il y a un sens à trouver. Je suis en train de vivre ça pour une raison en particulier. Puis quand je m'arrête, puis finalement, à un moment donné, elle vient, la raison. Tu es en train de vivre ça parce que, tiens, tu dois l'agrandir, ta tolérance, là. Tu dois élargir un peu ton cœur.
comme le ça m'est égal, ben non, ta neutralité, là, ton détachement, tu dois l'agrandir un petit peu aussi, là. Puis quand je trouve le sens, il y a vraiment une appréciation profonde de la situation qui, peut-être une semaine avant, était comme, me faisait grincer intérieurement, était douloureuse. Et l'appréciation, ça amène vraiment à se dire, ouais, j'aime ça, la vie. J'aime ça, ce jeu-là. C'est le fun, je commence à en trouver les bénéfices. Et cette appréciation-là amène vraiment à un côté où je me dis, non, je suis toujours maintenant à la recherche, je me dis, qu'est-ce que je peux savourer? Et des fois, il y a des journées qui sont, tu sais, on va au travail, bon, c'est répétitif, tout ça, mais quand je suis dans cette recherche-là, de me dire, tiens, qu'est-ce que je suis en train de vivre en ce moment, ou qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui qui était, non, peut-être une situation pas banale, pas ordinaire, tout de suite je tombe dans l'appréciation. Aujourd'hui, il y a une personne qui m'a parlé d'un petit détail, des choses que je connaissais pas. L'échange a duré vraiment pas longtemps, là, dans ma journée de travail. Puis je suis rentrée tout à l'heure en me disant, hey, super, j'ai appris ça aujourd'hui. Ça aurait pu me passer complètement au-dessus, de me dire, non, j'ai appris ça, puis, ok. Mais non, je me suis dit, en rentrant ce soir, je me dis, tiens, c'était fatigant ta journée, oui, je la sentais dans mon corps, mais non, regarde, reste positif. En quoi ta journée était particulièrement belle et appréciable? Et puis il y a eu des petits moments comme ça. Il y a eu des moments, il y a eu des moments où j'étais seule, où j'étais dans l'observation, où je me suis ramenée en paix. Je me dis, tiens, ça c'était un bon moment. Puis de cultiver cette attention-là, après coup, en faisant mon petit bilan, me dire, non, ma vie est belle. Ma vie est vraiment belle, j'aime la vie. Et je me dis, ouais, c'est vraiment une attitude à cultiver constamment, même face aux défis. Vraiment garder toujours espoir. Quand il y a des problèmes en apparence, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a un bénéfice caché qui va arriver bientôt. Il faut juste rester dans cette ouverture-là, dans cette appréciation, se dire ça m'est égal, puis à un moment donné ça va être le fun. Je vais trouver en quoi je peux grandir à travers ça, en quoi ça me renforce. Est-ce que vous me suivez? Oui. Est-ce que ce goût pour la vie, vous le sentez émerger un petit peu ce soir? Tu sais, quand tu parles de l'acceptation, comment tu peux, je sais pas comment c'est en français, c'est quoi la ligne entre acceptation et settle down? Je ne sais pas ce quoi settle régler down en anglais. Non, settle down, ça veut dire comme tu les acceptes, mais tu fais rien. Ah oui, donc c'est pas l'acceptation, mais quand on baisse les bras. Oui, tout à fait. Ouais, en fait, dans ces moments-là, c'est important de revenir, je pense, au lâcher-prise. Acceptation veut pas dire, justement, il y a un terme qui va venir en français, qui est sur le... Pardon? Ouais, abdiquer, c'est ça, renoncer, ou... l'acceptation est pas justement de baisser les bras, mais de garder une attitude toujours positive, favorable et ouverte à ce qui va arriver prochainement là-dedans. C'est, en tout cas, il y a une période, mettons, de ma vie où c'était vraiment, vraiment difficile, où l'amour pour la vie, là, il n'y en avait pas. Et puis, des choses à accepter, il y en avait beaucoup. Et puis, c'était de me dire, maintenant, il y a une phase là que je vis, mais il y en a une autre après. Puis, pour passer de celle-là à l'autre, il va falloir, Anne-Christelle, que tu ouvres vraiment ta perception, que tu lâches. Tu as probablement des attentes, tu as probablement un attachement, tu as probablement des résistances à ce que tu vis là, qui te permettent pas de move on, passer à la prochaine étape. Mais juste de savoir ça me permettait de me dire, mon seul effort, c'est lâcher prise. Mon seul effort, c'est lâcher prise. Puis garder espoir. Il y a autre chose qui arrive. Il y a autre chose qui va se mettre en place là-dedans. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Oui. Puis parce que
Des fois, on veut accepter, mais on veut que ça change là vite. On veut les clés, on veut tout comprendre. On est très exigeant avec la vie. Puis la vie est un long fleuve tranquille, mais qui a aussi ses remous. Faut accepter d'être sur la barque, puis des fois, ben, ça chavire. C'est pas agréable nécessairement tout le temps, mais de se dire, il y a quelque chose qui se passe en moi là actuellement, qui va guérir, qui va se transformer. Et quand on est dans cette optique-là, on est loin de baisser les bras. Moi, je pense qu'elle peut brosser, mais il ne faut pas qu'elle chavire. Oui, mais des fois, on a l'impression que ça chavire vraiment fort. Je dirais, je repense à quelqu'un récemment qui me racontait qu'il faisait du kayak, puis son kayak s'est complètement retourné. Et qu'on était vraiment crampés. Puis après, je me suis dit, ça ne devait pas être drôle. Il me dit, mais si, c'était super drôle. Parce que j'ai choisi de le vivre comme ça. Puis je me dis, ouais, ben on a des moments dans notre vie où le kayak se retourne vraiment. Comment j'ai choisi de le vivre? Là encore, c'est ça. Si je choisis vraiment de pleurer et puis de me dire, waouh, c'est dramatique ce qui m'arrive, là, je baisse les bras. Vous voyez? Et tout est vraiment, vraiment dans notre regard, dans notre attitude. Ça vous donne des clés? Avez-vous ouvert des portes ce soir? Quelques-unes? Alors, on va aller dans l'expérience maintenant, justement, de toutes ces qualités qu'on a pu mentionner. Et je vous invite à vous asseoir. Si vous êtes chez vous, profitez-en, asseyez-vous confortablement. Si vous étiez en train de passer votre mop, en train d'écouter une conférence de l'émergence, on peut tous s'asseoir, prendre un moment pour soi. Puis je vous inviterai à tout d'abord fermer vos yeux. Vous pouvez scanner l'état de votre corps, de la tête aux pieds, voir comment vous vous sentez. Puis respirez tranquillement. Et tout en respirant, prenez un moment pour savourer cet air qui rentre à travers vos narines, qui circule jusqu'à vos bronches, vos poumons. Cet oxygène qui remplit vos cellules et qui leur permettent de faire leur travail. Prenez un moment pour honorer la vie qui bat dans votre cœur, dans vos veines. Puis on va ouvrir tout doucement les yeux et créer une toute petite fente. Vous êtes derrière la fente. Vous êtes l'être vivant, l'observateur qui voit à travers la fente de vos yeux. Prenez un moment pour savourer le fait que vous êtes retiré à l'intérieur de vous-même. Vous êtes derrière vos yeux. Vous voyez à travers vos yeux. Il y a la pièce autour de vous. Mais en même temps, vous choisissez d'être retiré en vous. Pas besoin d'aller observer tout ce qui se passe autour de vous. C'est vous et vous-même, derrière la petite fente de vos yeux. Maintenant, on va ouvrir un peu plus grand les yeux. Puis je vous invite à rester stable. Derrière vos yeux, prenez conscience de vous-même, l'observateur, l'être conscient qui brille à travers le regard. Vous prenez conscience de la pièce, prenez conscience des murs, des fenêtres, sans avoir nécessairement à les regarder. Prenez conscience du plafond, du sol, des sons, dans la pièce mais aussi à l'extérieur.
Je vous invite à entrer dans un état total d'acceptation de ce que vous entendez, de ce que vous percevez, de ce que vous ressentez peut-être dans votre corps, que ce soit de la fatigue, de la lourdeur ou bien de la tension. Honorez ce moment-là comme un moment de présence à ce qui est là, de la vie autour de vous. Puis maintenant, je vais vous inviter à poser vos yeux particulièrement sur un point dans la pièce et rester concentré. Vous voyez ce qui est devant vous et en même temps, vous brouillez légèrement votre regard. Pas besoin de voir dans le détail. Vous voyez avec votre troisième œil, avec l'œil de votre conscience. Vous êtes bien retiré comme la tortue à l'intérieur d'elle-même, dans sa carapace. Vous êtes bien retiré à l'intérieur de vous-même. Vous voyez, mais vous ne voyez pas vraiment. Vous êtes bien dans votre petite bulle intérieure, une bulle de paix, une bulle qui apaise votre esprit et vos pensées. Les sons s'apaisent à votre oreille, que ce soit des sons forts ou bien des sons faibles. Ils n'ont plus vraiment d'importance, ça vous est complètement égal, tant vous êtes bien dans votre espace intérieur de silence, de paix qui est en train de grandir, de croître à l'intérieur de vous. Puis je vais vous inviter à amener sur l'écran de votre esprit un défi de votre quotidien, une scène, quelque chose qui survient actuellement dans votre vie et qui vous cause peut-être un petit peu de gêne, d'inconfort, de résistance, de soucis. Puis je vous inviterai à être bien dans votre bulle, toujours dans votre bulle de paix, dans votre espace de calme intérieur. Vous prenez juste conscience qu'il se produit cet événement actuellement dans votre vie. Puis je vous inviterai à rester conscient de vous-même, de votre paix, de votre tranquillité intérieure. Sentez à quel point vous êtes complètement détaché de l'événement qui vous tracasse peut-être, ou qui vous tracassez. Vous êtes dans votre bulle de paix que rien ni personne ne peut ébranler. C'est un espace si agréable, si plein. Puis je vous inviterai à penser de nouveau à votre problématique, la regarder pendant quelques secondes et hop, maintenant, là, tout de suite, revenez. Reconnectez avec vous-même, votre paix, votre silence, votre bulle de paix. Lâchez pour un moment tout ça. Je suis si bien dans ma bulle de tranquillité. Je vous inviterai à répéter intérieurement cette phrase toute simple. Je me sens si bien dans ma bulle de paix, de calme, de tranquillité.
quelques secondes pour savourer la vie, c'est-à-dire savourer vous-même comme un être de vie, un être de conscience. Vous êtes la vie elle-même, vous êtes l'âme, l'être de lumière. J'aime la vie signifie j'aime être qui je suis. J'aime la vie. J'aime être qui je suis, parce que je suis la vie elle-même. Je suis bonté. Je suis plénitude. Et j'avance avec confiance sur le grand chemin de la vie, de l'expérience. Avec la certitude que l'univers m'envoie exactement ce dont j'ai besoin pour grandir, pour croître et évoluer. Alors, j'aime la vie. J'aime cette expérience d'être moi-même, jouant mes différents rôles sur la scène de la planète Terre. J'aime la vie, c'est-à-dire j'aime être la vie au meilleur de moi-même. Et vous sentez à quel point maintenant votre problématique ou votre défi a complètement disparu de votre esprit ou est sur le point de disparaître. Tant ces sentiments de plénitude, d'appréciation de vous-même, de la vie, vous emplissent. Et vous laissez émerger naturellement de votre cœur un sentiment profond de gratitude, de révérence face à la vie, face à cette expérience absolument extraordinaire d'être en vie et de côtoyer des êtres vivants avec lesquels vous grandissez et vous évoluez. Merci. Merci la vie. Merci d'être qui je suis et de permettre aux autres d'être qui ils sont. Merci. Merci la vie. Et tranquillement, je vous invite à revenir, reprendre conscience de votre corps, de votre chaise, de ce moment que l'on partage là ici ce soir ensemble. Prenez quelques secondes pour vous apprêter tranquillement à vous préparer à la prochaine scène. Vous allez vous lever, passer à une autre action ce soir, terminer votre journée ou bien la commencer si vous êtes en ligne. Et je vous invite à garder ce sentiment profond d'émerveillement et de gratitude face à chaque instant. Contentement, appréciation, gratitude. Om Shanti. Merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup de nous avoir suivis en ligne. Je vous souhaite vraiment de pouvoir aimer profondément la vie et d'en tirer le meilleur.
À très très bientôt. Om Shanti.